on va commencer. Donc l'idée, c'est de faire une petite visio sur le projet immobilier, un petit point d'étape. Et puis surtout, comme il y a pas mal de nouveaux, ça leur permettra de reprendre le cours des choses, en grande partie en tout cas. Juste avant de commencer, je profite qu'il y ait quand même pas mal de monde en fait pour faire quelques rappels de sécurité informatique. La sécurité informatique, donc vous connaissez le contexte international, mais même avant ce contexte international dégradé, on avait quand même des attaques cyber. On a des illustrations dans les médias sur les attaques russes, etc. Enfin bref, mais aussi surtout dans le monde, le petit monde des CDG. On a aujourd'hui le Centre interdépartemental de gestion de Versailles, qui est l'un des plus gros CDG de France, qui est en carafe depuis maintenant pas loin de 5 semaines, avec des changements même des adresses mail, des sites internet qui ne marchent plus, les applications qui ne marchent plus. Enfin, ils sont complètement à l'arrêt au niveau informatique, a priori. Donc, c'est malheureusement une illustration de ce qui peut arriver à tout le monde, hein. C'est pas spécifiquement qu'ils sont mauvais, mais c'est que les risques sont toujours présents et apparemment, eux ont du mal à rétablir leur système. Donc, il y a quelques petits conseils, quelques petits rappels en fait à faire, je pense, assez régulièrement. J'en profite de cette vidéo pour le faire aussi. Alors, des gestes, enfin des pratiques toutes simples. Il faut absolument aucun post-it avec l'identifiant et le mot de passe en fait sur votre ordinateur. Ni d'ailleurs de post-it dans la sacoche de votre ordinateur, puisque si jamais vous perdez ou si vous faites voler votre sacoche, effectivement, les voleurs ou les gens qui récupèrent votre matériel peuvent se connecter avec l'identifiant mot de passe, qu'il soit sur le PC ou dans la sacoche. Donc en fait, c'est comme un code de carte bleue, ça s'écrit nulle part, ça s'inscrit juste dans nos mémoires. Et donc ça paraît idiot de rappeler ça, mais c'est vraiment très, très, très important, puisque en plus du fait de perdre vous, votre travail, mais vous faites perdre aussi potentiellement le travail aux autres. Donc c'est un peu plus embêtant. Donc voilà, pas de post-it, identifiant mot de passe. Je sais qu'en ce moment, on procède aussi à des modifications de mots de passe, on les complexifie un peu, je pense qu'on rajoute quelques caractères ou tout simplement on le modifie, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on n'est pas parfait, hein, mais qu'il y a des mots de passe en fait qui sont là, qui sont utilisés depuis pas mal de temps. Donc on est en train de les modifier. Sur le mot de passe, il faut absolument ne jamais réutiliser votre mot de passe sur des mots de passe personnels, même professionnels. Dès que vous êtes sur Internet, vous n'utilisez pas le mot de passe réseau du CDG. C'est une bonne pratique, puisque si ce mot de passe est récupéré par des hackers de sites tiers, de sites Internet, et ben, ils peuvent très bien tester et combiner des identifiants, des mots de passe et éventuellement rentrer dans notre système. Donc voilà pour ce qui concerne les mots de passe, le changement des mots de passe. Évidemment, il faut faire attention à tous les mails, y compris d'expéditeurs qui, a priori, que vous connaissez, puisque dans les affichages, dans les fenêtres d'affichage de l'expéditeur, il peut y avoir un nom et prénom de quelqu'un que vous connaissez, je ne sais pas, de collègues, d'autres CDG, ou voilà. Mais derrière, souvent, on passe la souris sur ce nom-là, on s'aperçoit que l'email qui est derrière ce nom et ce prénom que vous connaissez n'est pas du tout celui de l'expéditeur. Donc là, il faut vraiment faire attention. On a des antivirus qui permettent de bloquer en fait le déclenchement de virus si jamais vous appuyez sur une pièce jointe ou quelque chose comme ça. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Donc, je sais plus, le F-Secure, je crois que c'est le nom de notre antivirus. F-Secure bloque en fait l'exécutable, le programme qu'il y a dans la pièce jointe que vous voulez ouvrir. Donc, soyez particulièrement vigilants. Alors, déjà, des expéditeurs que vous ne connaissez pas, donc ça, c'est sûr, mais y compris ceux qui, en façade, vous disent quelque chose, regardez quand même, essayez d'être attentif tout le temps, en fait, sur ça. Et si F-Secure, parce que dans mon exemple, F-Secure avait agi à la place de l'opérateur, il avait bloqué, faites attention avant de débloquer en fait la sécurité F-Secure. Hein, si F-Secure vous dit attention, là, il y a un truc pas net, il faut vraiment se poser. D'accord? Il faut vraiment se poser et se dire, oula, attendez, je passe ma souris sur l'expéditeur. Ah, c'est un mail tout bizarre qui ne correspond pas au nom et prénom de l'expéditeur, donc je m'arrête là. Si jamais ça vous arrivait, si jamais vous avez lancé quelque chose et voilà, et que les dés sont jetés, il faut absolument, absolument, sans délai, contacter le service informatique. Donc Benoît, de préférence, s'il est là, mais l'équipe informatique plus globalement. On peut encore sauver en fait la chose.
C'est-à-dire qu'on peut de toute façon reprendre des cassettes de sauvegarde, même si l'exécutable s'est étendu sur tous nos systèmes. Donc, le pire, ce serait de ne rien faire. Donc, on est tous susceptibles de faire des erreurs, mais il faut absolument réagir quand on a fait une erreur. Il faut vraiment l'assumer et puis faire en sorte qu'on ne perde pas des semaines et des semaines ou des mois ou des années de travail, comme c'est le cas au CIG Versailles. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-là. Au niveau sécurité, je pense qu'on a fait grosso modo le tour. Voilà. On a une documentation aussi, il y a des billets intranet qui passent sur la politique de changement de mot de passe. Qui crée des mots de passe dans votre activité professionnelle. Donc, il y a une petite fiche sur l'intranet qui s'appelle politique des mots de passe, je crois. Donc, vous pouvez vous y référer, c'est pas très long et vous pouvez avoir une petite technique pour concevoir des mots de passe que vous allez pouvoir retenir facilement, mais toujours en les différenciant selon vos accès et en ne reprenant donc jamais le mot de passe réseau. Voilà. Toujours pas de questions, on passe au projet IMO. Ok. Alors, le projet IMO, je vous ai envoyé un petit mail donc, qui récapitule. Il y a un dossier partagé sur le serveur dans CDG commun, projet immobilier, pas que vous ayez mis le chemin dans mon mail. Donc, vous allez pouvoir ouvrir des documents. Il n'y a rien de top secret du tout. Pas de dans ce dossier-là, il y a un PowerPoint que je partage, si je ne dis pas de bêtises, en ce moment même. Dans ce PowerPoint, il y a aussi des liens. C'est souvent des liens Dropbox ou YouTube, donc il y a juste à cliquer dessus et puis lancer la chose. On va y revenir, on va balayer ce PowerPoint-là, mais vous pourrez, je le laisserai là où il est sur le serveur, vous pouvez bien sûr après consulter autant que vous voulez ces supports-là. Donc, c'est des liens Dropbox avec souvent des plans, des coupes, des éléments graphiques et puis aussi des petites vidéos. Je me suis amusé à essayer de manipuler la maquette 3D. Alors, c'est pas hyper probant parce qu'il faut idéalement un petit joystick pour pouvoir se balader de manière assez fluide dans le bâtiment. Mais les petites vidéos vous permettent d'avoir des descriptifs. Alors, il faut mettre une vitesse x2 parce que c'est assez lent, le déplacement naturel. Donc, avec x2, ça marche bien. Et vous pouvez voir un petit peu sous forme de maquette 3D, en fait, ce que ça peut donner de l'extérieur sur le rez-de-chaussée, sur le premier étage. Et on va y revenir, bien sûr, dans toute la petite présentation de PowerPoint. Alors, le projet immobilier, je vous ai mis une petite image. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien si je mets en diaporama, en mode diapo. Ouais, c'est bon. Ouais. Je pense que ça doit aller. Ouais. Donc, point d'étape. Donc là, vous avez une vue d'ensemble du bâtiment. Ont été représentées les usines et les cités ouvrières qui sont en arrière-plan. Et on peut déjà juste voir un petit truc, on va y revenir, mais il y a un bâtiment donc principal, il y a un bâtiment technique sur la gauche, et on peut entreapercevoir, on va y revenir, un abri de jardin, je ne sais plus comment on peut dire, une remise, dans le jardin, donc à la droite. Donc, quelques données du projet IMO. Donc, les surfaces actuelles, je ne crois pas dire de bêtises, mais Lionel me corrigera si je dis des bêtises, mais c'est environ 900 mètres carrés. Donc, sur les sites du 59, de la Vierge et de Golbet. Donc, on est un peu à l'étroit, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Par contre, les surfaces qui sont les futures surfaces utilisables, c'est environ, donc c'est un bâtiment de 1600 mètres carrés avec 1400 mètres carrés de bureaux. Donc, on a quand même beaucoup plus de place. Alors, dans les 1400 mètres carrés, c'est des bureaux, c'est des agoras, des terrasses, etc. Mais globalement, on va avoir quand même beaucoup plus de place. Le budget prévisionnel, le dernier chiffrage avant crise ukrainienne, c'est 3 900 000 euros TTC, soit un montant net de 3 120 000 euros. Alors, pourquoi un montant net? C'est parce que les collectivités, bon, ça c'est de la culture un peu générale, mais les collectivités, quand elles investissent, quand elles ont des dépenses d'investissement, elles récupèrent la TVA que l'on payera. Donc, les 3 900 000 TTC, c'est le prix des entreprises et la TVA. Et 2 années après, on récupère l'ensemble de cette TVA. C'est pour ça qu'au final, une fois que le bâtiment sera construit, le projet terminé, on récupérera, avec un petit décalage de temps, mais on récupérera à peu près 780 000 euros de TVA. Et puis, Catherine, si vous êtes là, vous pouvez me corriger si je dis des bêtises sur les chiffres. Donc, on a fait un emprunt de 2 700 000 euros et on a une recette d'investissement parce qu'on a vendu nos anciens bâtiments. Donc, pour les nouveaux, donc peut-être pas connus, mais le bâtiment de la Clé d'Or, lui, a été vendu pour environ 700 000 euros. On aura donc une annuité d'emprunt liée à ces 2 700 000 euros
d'environ en moyenne, parce que ça diminue au fil du temps, mais en moyenne, il faut se dire qu'on a à peu près 130 000 euros de dettes, enfin d'annuités, pardon, d'emprunt, qu'on va payer tous les ans pendant 25 ans. La surface globale du terrain, elle est de 17 000 m². Donc ça, c'est le terrain dans son ensemble, c'est-à-dire le terrain en friche actuellement qui a été acheté, qui est la propriété du CDG. Donc 17 000 m², 1,7 hectare. Donc il sera composé, j'ai déjà un tout petit peu dit, d'un bâtiment principal, d'un bâtiment technique. Donc là, on aura le local AVO, la chaudière, l'atelier technique de Lionel, etc. Et un cabanon, j'ai mis cabanon dans le jardin. On va essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc il y a trois bâtiments, on va dire. Il y a un vrai bâtiment, une annexe technique et puis un abri de jardin. C'est un bâtiment qui est très performant énergétiquement, puisqu'il va au-delà même des exigences de la réglementation énergétique 2020, la RE 2020. Juste pour culture perso, je ne suis pas spécialiste, mais en gros, pour tous les bâtiments, il y a des réglementations et des minima de construction qui sont mis à jour au fur et à mesure du temps qui passe. Et là, en plus, je crois que la RE 2020, elle a fait l'objet d'une parution, je crois, il y a, allez, je crois, 10 jours, 15 jours, c'est tout récent. Mais le bâtiment, nous, on s'en fiche un petit peu de la RE 2020 parce que le bâtiment va largement au-delà Je ne joue pas du tout, mais moi je sais que Catherine RE 2020. Par contre, vous n'avez pas dit de bêtises. Donc, on va largement au-delà de la RE 2020. Et on remplit les critères Climaction. Climaction, c'est un programme qui est tenu par la région Grand Est et qui, en fait, a pour objectif de subventionner des réalisations, des constructions qui sont très performantes énergétiquement. Et donc, nous, on est plutôt sur ces critères Climaction. Et on a 0 € de subvention pour le moment. Pour le moment, parce que justement, Climaction, si la commission nous donne de l'argent à ce titre, eh bien, on aura des euros de subvention. Mais pour l'instant, on n'a aucune subvention puisque les centres départementaux de gestion sont dans aucune classification. On est dans les radars de personnes sur les subventions d'investissement. Est-ce qu'il y a des questions sur ces grands chiffres? N'hésitez pas, vous êtes tout timide. Il n'y a pas de main levée, si je dis pas de bêtises. Je continue. Allez, on va continuer, mais on peut revenir dessus, hein, comme vous avez les documents aussi devant vous, je pense. Bon, voilà, assez rapidement, hein, on va passer vite, mais donc le bâtiment est composé de 2 niveaux, un rez-de-chaussée et un R+1, un étage. Donc au rez-de-chaussée, on retrouve bien sûr l'accueil, tout ce qui est pôle santé, les composants du pôle santé, le pôle emploi territorial. J'ai oublié, si, pôle CGD, j'allais dire, je l'ai oublié, mais il est juste en dessous. Donc le pôle contrat groupe développement. Donc ça, c'est les 3 pôles qui sont au rez-de-chaussée. Un atrium, donc l'atrium, c'est une grande ouverture au centre du bâtiment. C'est là où on va avoir les marches qui mènent en particulier du rez-de-chaussée au premier étage. Donc ça, c'est l'atrium, c'est une zone de détente, une zone d'attente. Une zone de travail peut-être un peu plus compliquée quand même, parce que c'est que des marches, donc à part avoir l'ordinateur sur les genoux, c'est pas terrible, et on verra qu'il y a d'autres zones où on peut se poser plus confortablement. Il y a un ascenseur, donc il y a des escaliers, mais aussi un ascenseur, donc le bâtiment est totalement accessible PMR. Une zone entretien également, entretien au sens entretien des bâtiments, donc tout ce qui est matériel de ménage, auto-laveuse, tous les équipements qui servent à nettoyer les surfaces. Il y a 2 douches, si je ne dis pas de bêtises, donc qui sont au rez-de-chaussée, et une pièce pour la chaufferie de bois. Donc, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, je ne pense pas. Voilà. Au premier étage, après, on verra la version graphique de tout ce que je suis en train de vous dire, mais à l'étage, donc il y a l'atrium, puisque l'atrium fait le lien entre le rez-de-chaussée et l'étage. Il y a une agora. Une agora, c'est en fait un espace très ouvert, c'est-à-dire c'est tout ce qui est à l'étage et qui entoure l'atrium. Donc, l'agora donne sur la terrasse, entre autres, et dessert en fait tous les couloirs et les salles de réunion, cafétéria et bureaux. Et donc, il y a un atrium, une agora, une terrasse, on va y revenir, une salle de stockage des archives, donc qui est borgne. Si nous avons encore, alors ça, je ne sais pas si Coralie est là, mais on a quand même l'intention de tout digitaliser, donc on devrait avoir des stocks de papier d'archives nettement moins importants que ce qui est aujourd'hui. Pour info, les archives départementales nous ont confirmé que notre protocole de numérisation nous permettait de détruire les documents papier qu'on scannait et qui sont hébergés dans la GED. Donc à l'étage, on a aussi une grande salle de réunion qui est divisible en 2, donc pour faire 2 plus petites salles.
Je crois que l'ensemble fait 110 mètres carrés, je crois, quelque chose comme ça, et donc 60, 50 quand elles sont divisées en deux. Donc 60, 50, c'est quand même quasiment le double, enfin pas tout à fait, mais c'est nettement plus grand que la salle de réunion du 59, pour ceux qui voient. Donc il y a un office, l'office c'est quoi? C'est en fait une zone où on prépare en fait les buffets en fait qu'on peut servir dans le CDG ou dans la salle de réunion. Donc on retrouve un petit équipement, je sais plus, un point d'eau, un grand frigo, de quoi préparer les petits fours pour les soirées de l'ambassadeur. Et une cafétéria qui doit faire 46 mètres carrés. Donc, je ne sais pas combien fait la cafétéria actuellement au 59, mais c'est quand même assez grand, on va y revenir. Donc, une cafétéria, donc là, destinée aux agents du CDJ. On a un bureau du président, un bureau de direction. Donc, dans ces deux bureaux-là, président-direction, il y a un bureau et, je crois, une salle de réunion. Il y aura une salle de réunion de plusieurs personnes. Et un bureau élu qui est plus petit, qui hébergera certainement une petite table de réunion ronde, quelque chose comme ça. Mais ce bureau élu, en fait, il doit faire 15 mètres carrés. Donc, c'est un bureau, on va dire, normal, en surface. Il y a un espace informatique, un espace informatique communication archive, donc au côté sud-est, donc pour tout ce qui est informatique, communication, archive. Un espace pôle carrière instance paritaire, une zone compte à paye RH et également technique, GED, numérisation et voilà. Une salle de réunion de 6 personnes, donc là qui n'est pas attitrée, mais c'est une petite salle de réunion avec une table de 6 personnes. Une salle de numérisation GED, donc je l'ai dit. Une pièce pour le photocopieur, donc qui sera dans un petit local borgne clos. Et un bureau technique accueil. Est-ce qu'il y a des questions sur le descriptif rapide des deux niveaux, donc rez-de-chaussée, R+1? Je ne pense pas que vous découvriez énormément de choses. Toujours pas de mains levées, de questions, c'est bon? Continue. J'ai pas bloqué les micros, donc vous pouvez intervenir quand vous voulez, même oralement. Alors, le concept général des espaces de bureau. Donc, il y a un confort marqué pour améliorer les conditions de travail des agents. Donc, je pense qu'on va être confortablement installé. Il y a un effort d'analyse dans l'ergonomie des espaces de travail, des bureaux, des équipements et des matériels, en particulier l'éclairage, l'acoustique, parce que c'est des choses qui sont importantes, on y reviendra un petit peu après. Et en plus, on a un peu les dernières infos, on pourra vous en parler, puisqu'on a une réunion avec l'architecte hier. Donc, on est un petit peu bien au fait de ces deux problématiques éclairage acoustique. On a de nombreuses possibilités de choisir son ambiance de travail selon ses besoins et ses tâches, c'est-à-dire que on peut travailler solo dans un espace clos, ouvert, dans une grande salle de réunion, dans une petite salle de réunion, dans son bureau de base, dans son camp de base, on va dire, dans son service. On peut aussi télétravailler, donc ça hors du bâtiment, voire travailler dehors, donc sur la terrasse et dans le cabanon. Et on a aussi des à côté donc, qui agrémentent la vie dans le bâtiment, donc des zones ouvertes comme l'agora, la cafétéria, l'atrium, et plus généralement, je ne l'ai pas dit, le jardin, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, 17 000 mètres carrés. L'emprise du bâtiment, en gros, c'est un bon million de mètres carrés, on va dire, avec les trois éléments. Donc, il nous reste quand même beaucoup de place pour je sais pas, faire un pique-nique, ou je ne sais quoi, ou faire un potager, des ruches, ce que vous voulez. Les points importants du moment. Donc, les points du moment, c'est donc l'éclairage. Donc, on a pas mal discuté de ça en plus hier. Est-ce que c'est un éclairage standard, c'est-à-dire incrusté dans le plafond avec des blocs voilà, ou alors par mât? Des mâts, en fait, c'est pour ceux qui, ceux qui sont 59, on nous en a laissé un en démonstration hier. Donc, on pourrait l'essayer. Je pense qu'il tournera. Il est assez lourd quand même, mais on peut le tester. Il est là pour ça. Voire même des suspensions. Donc, bref, voilà. Le confort visuel dans le cahier des charges, techniquement, il est quand même assez. Ça fait l'objet d'une attention vraiment particulière. Alors, je ne suis pas technicien, hein, les ergonomes m'en parleront mieux que moi si vous avez des questions un peu plus techniques. Mais on va dire quand même, je pense que c'est quand même des exigences dans le cahier des charges, dans les marchés et dans le lot électricité, une exigence qui est très forte au niveau du confort visuel. Donc, quelles que soient les solutions qu'on va choisir, c'est-à-dire incrustation classique, suspension ou mât, des candélabres, un mât, ça va être un candélabre, voilà. Et ben, dans tous les cas, en tout cas, ça sera un confort visuel qui sera quand même de très haut niveau, je crois qu'on peut le dire. Ça pour l'éclairage, c'est une première chose. L'énergie, donc juste pour info, on chauffera au bois, au pellet. Donc il n'y a pas de géothermie possible parce que le BRGM
je sais plus ce que ça veut dire, géologique et minier, le GM, le bureau, voilà, qui surveille les sous-sols de la France, en fait, ne veut pas qu'on fore et qu'on utilise le potentiel géothermique qui est très important. Sous nos pieds, on a un potentiel géothermique très important, mais il ne veut absolument pas qu'on fasse des puits de géothermie profonds, puisque la géothermie à peu de profondeur n'est pas possible, pas intéressante. Donc, on aura donc du pellet, chauffage au bois et du photovoltaïque aussi, puisque sur le toit, on a des panneaux solaires qui sont disposés pour l'autoconsommation et éventuellement de la revente. On a un dossier donc Climaction, donc ça, j'en ai un petit peu parlé, donc c'est une subvention région Grand Est. Donc, normalement, on devrait quand même aboutir là-dessus, parce que le bâtiment rentre vraiment dans les clous de ce programme-là. On n'a pas d'idée exactement de combien ça va être, mais en tout cas, on va dire c'est un bonus, c'est de l'argent qu'on n'aura pas à dépenser en fait. Donc voilà, il y aura des bornes électriques pour les véhicules, éventuellement. Alors pour les vélos électriques, je ne sais pas, je ne pense pas. Il faut qu'on regarde ça. Mais je crois pas, Lionel, si jamais il peut me mettre un petit message dans le chat, je viens de penser à ça. Il y aura un local à vélo, ça c'est sûr, mais par contre, je suis pas sûr qu'il y ait de bornes électriques pour recharger les vélos. Et plus globalement, les bornes électriques des véhicules, on m'a déjà posé la question, mais j'ai pas une réflexion aboutie là-dessus, mais c'est pour les véhicules électriques du CDG. Je me vois mal recharger les voitures des agents, déjà parce que globalement, dans la durée de vie du bâtiment, je pense qu'on va être une paire à avoir des véhicules électriques dans 5 ans, en 10 ans, 20 ans. Et donc, je vois pas trop comment on va assurer la recharge de, je sais pas, plusieurs dizaines de véhicules électriques. Donc, c'est essentiellement pour des véhicules de service. Et donc voilà, mais en tout cas, c'est obligatoire, je crois d'ailleurs maintenant dans les projets de construction, de prévoir donc des bornes électriques. L'aménagement. Désolée, il n'y a pas la Allez. possibilité des fois de faire des bornes, mais rechargeables avec une carte, c'est-à-dire de payer la consommation? Il n'y a pas les possibilités comme ça? Enfin, je vais peut-être loin, mais Ah, je sais pas, ça, ou peut-être que je pourrais pas vous l'autonomie dire. sera peut-être plus développée d'ici là? Ah oui, je pense, Mmh. globalement, si je dis pas de bêtises, les véhicules électriques actuels, quand même, ils permettent, vu la localisation de ceux qui habitent le plus loin du CDG, je pense quand même les véhicules électriques ont de l'autonomie pour faire un aller-retour, quoi. C'est aller même, oui, 200 km, je pense que c'est quand même atteignable pour des véhicules électriques aujourd'hui. Alors demain, ce sera certainement amélioré en plus. Mais après, on vous laissera pas en rade, hein. C'est-à-dire que si vous avez oublié de recharger puis que vous trouvez bloqué, je pense que ça peut se négocier, quoi. Surtout si on produit de l'électricité avec nos panneaux, bon, ça va pas nous coûter plus cher que ça, quoi. Mais l'idée, c'est quand même, soit on peut proposer à tout le monde de se recharger, soit on va se limiter aux véhicules de service. Enfin, là, l'état de ma réflexion, hein, j'ai pas de certitude. En tout cas, il y aura, je crois, au moins une borne, deux bornes dans l'immédiat, et puis après, ça se développera peut-être. On prévoit la suite, c'est-à-dire on prévoit aussi des fourreaux pour en rajouter, des bornes électriques, si jamais l'autodéplacement se faisait quasiment que en électrique, hein, parce que je crois, au niveau de l'Union européenne, c'est la fin des moteurs thermiques en 2040, si je dis pas de bêtises. En 2040, c'est que dans 18 ans. C'est pas si loin que ça. C'est une époque qu'on pourra vivre. Donc, voilà. En tout cas, c'est prévu. L'aménagement des espaces. Donc oui, comme je l'ai dit aussi, il y a à peu près, il reste 15-16 000 m² de libre, avec une zone humide, j'en ai pas encore parlé, une grosse zone humide en fait sur enfin, une grosse partie de la parcelle. C'est pour ça qu'on n'a pas eu tellement de choix sur l'emplacement du bâtiment, qui est plutôt en bord de route. C'est en fait qu'il y a une zone humide en fait sur quasiment les trois quarts du terrain. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on ne peut pas construire de bâtiments dessus. On peut construire, je crois, des parkings, des choses comme ça, enfin des choses assez légères, mais on ne peut pas construire de bâtiments. Et donc, une zone humide, ça fait l'objet aussi d'une protection. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand il y a des zones humides. Et donc, pour le coup, on peut aménager de manière très souple voilà, les espaces en faisant du potager, des ruches, des moutons, je sais pas. Enfin, voilà, on a quand même de quoi faire. On peut avoir d'imagination et avoir des moyens humains pour faire de petites réalisations, en tout cas profiter de la verdure qui sera attenante, en plus de la forêt qui borde en fait la parcelle. Voilà. Dans le projet immobilier, c'est vrai que je viens de penser à l'instant. J'en parle pas trop mais il y a des aménagements paysagers qui sont prévus. Donc il y a aussi des plantations, des choses comme ça. Donc là, à ce stade-là, on peut pas tellement vous donner. Vous verrez dans les maquettes ou si vous êtes en train de les regarder, il y a des arbres qui sont dessinés, mais évidemment, c'est juste de la composition pour illustrer que c'est une zone verte.
et non construites, mais voilà. Mais il y a quand même un plan aménagé, un plan paysager qui est prévu dans les marchés, avec quelques aménagements. Pour ceux qui ont déjà vu le terrain, il y a quand même pas mal de dénivellation, il y a des bosses, donc tout ça va être aussi repris. On va pouvoir modeler le terrain un peu à notre convenance, déjà pour faire les fondations, implanter le bâtiment, mais aussi pour assurer la circulation, même à pied. Les points importants du moment, on ne peut pas terminer sans parler de la problématique fondamentale des coûts et des approvisionnements. Je ne fais pas un dessin, mais même avant la crise russo-ukrainienne, on avait des coûts, en particulier du bois, qui avaient explosé, qui commençaient à se rationaliser un petit peu, mais en étant toujours très très élevés par rapport aux prix qui étaient pratiqués il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc là, avec la crise russo-ukrainienne, on a aussi des surcoûts sur l'énergie, évidemment, mais aussi sur des matériaux. Donc le bois, mais aussi et surtout les pièces métalliques. Donc là, en plus, on a un espèce d'emballement ou de frilosité des entreprises du BTP qui, ne sachant pas ce que demain réserve, prennent aussi des marges de sécurité. Peut-être des fois ne candidatent pas tout simplement à des marchés en se disant, moi j'ai un carnet de commandes qui est plein, je vais déjà faire ça, puis je vais essayer de pas vouloir trop me développer. Donc on a des incertitudes à la fois sur les entreprises qui veulent candidater, qui vont réellement déposer une offre pour je sais plus, la vingtaine de lots qui sont présents dans notre consultation. On doit recevoir les prix le 25 mars, pardon, pas le 25 avril, le 25 mars prochain, donc on est dans les 10 derniers jours. Donc on va, pour l'instant, on ne sait pas, on va avoir une idée, aller dans la dizaine de jours qui va suivre le 25 mars. Mais en tout cas, la grande tendance, c'est une inflation quand même très sensible des prix des matières premières, d'énergie, et donc un surcoût du projet. Et on ne sait pas dans quelle proportion il y aura un surcoût. Donc voilà, plein d'incertitudes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions là, sur les dernières diapositives. Non. Ah, Ayoub, oui, vas-y. Je voulais poser la question sur l'accessibilité du site à vélo. Est-ce que ce serait accessible ou il faut, par exemple, à vélo, faire le détour par le chemin des écluses? Ah, alors là, tu me connais encore mieux que moi parce que je ne saurais pas trop répondre. Je pense que on peut venir en vélo, mais c'est qu'une supputation. On peut venir en vélo en passant par la forêt, mais j'ai jamais fait encore. Et notamment, par exemple, depuis la gare, pour ceux qui viennent en train, parce qu'il y en a quand même pas mal, en train et vélo, il y a quand même 3-4 km au moins, je pense. Et en tout cas, c'est accessible. Par la route, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est toujours possible, hein, on peut aller sur la route, c'est pas interdit au vélo, je crois, mais il y a quand même beaucoup de circulation. Il y a Ouais, beaucoup de circulation. Je sais qu'il y a mais ça, il y a d'autres personnes qui pourraient en parler mieux que moi. Catherine, ouais, allez-y. Oui, Catherine. Je crois qu'elle a levé la main. C'était peut-être pour ça, justement, non? Le micro. Ah oui, on vous entend pas, Catherine. Catherine. En tout cas, ce il y a que le... j'allais dire, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a aussi une voie verte qui longe le canal, je crois, qui va jusque Bouzet. Donc, selon là où vous habitez, vous pouvez le prendre, parce qu'il passe juste à côté du bâtiment. Je sais pas si ça répond, Ayoub, à ta question. Je suis un peu, j'ai pas toutes les réponses sur ta question, mais en Oui, tout oui, cas, oui, ça. je pense. Oui, merci. Donc, on va voir. Il faudrait un petit groupe qui aille renifler l'état des chemins, en C'est ça. particulier dans la forêt. Puis après, sur la route, oui, sur la route, c'est possible, mais c'est un petit peu, voilà. Oui, c'est la départementale, c'est un peu... Ouais, Voilà. c'est chargé. Ouais. Surtout le matin ou le soir, je pense que. Voilà. C'est vrai, le rond-point Duxonnier, enfin ce qu'on appelle le rond-point Duxonnier, qui est juste à côté du bâtiment, c'est le deuxième rond-point en termes de fréquentation automobile, si je ne dis pas de bêtises, dans le département. Après, le rond-point de Chavelot, qui est un petit peu plus proche de la nationale. Donc, en tout cas, oui, c'est accessible. Après, on va voir est-ce que c'est facilement accessible ou pas. Il y a un programme, mais je pense qu'on n'a pas toutes les billes encore, de covoiturage avec une petite application qui est lancée par la communauté d'agglomération dans le cadre de et ça, je pense que Catherine nous en parlera mieux. Et Amandine aussi sur donc une application qui met en relation en fait les gens qui travaillent dans une même entreprise ou qui travaillent dans des entreprises qui sont proches. Hein, on pourrait très bien imaginer covoiturer avec des gens qui bossent à Northcog Ah, ou pas à Northcog, non, ici, j'ai eu un enfin à problème de Golbet là. micro.
ou enfin, dans toutes les entreprises qui sont pas très loin. Oui, Catherine, on vous entend. C'est bon? Vous vouliez dire quelque Ah, vous chose? m'entendez là? Le câble. Oui, ça va. En fait, mon micro était allumé, mais je sais pas, quand je le branche au PC, ça marche plus. Peu importe. C'était pour répondre à Ayoub qu'en fait, on a discuté avec la CAE qui s'occupe, enfin la personne qui s'occupe du plan mobilité sur les Vosges. Et il est prévu du fait du nombre d'agents qui vont transiter dans ce bâtiment-là, de l'entreprise qui se trouve en face, et puis des maisons qui sont pas très loin de notre site. Ça représente quand même une centaine de personnes à peu près. Et donc, pourquoi pas, mais il mettrait donc un parc à vélo électrique à côté de notre bâtiment. Et ceux qui viendraient depuis Épinal pourraient prendre un vélo sur Épinal et notamment vers la gare, et puis remonter le vélo jusque chez nous, le brancher sur la borne qui serait prévue donc pour ce fameux vélo libre. Voilà, c'est un projet en tout cas qui tient à cœur la CAE et puis nous. Donc voilà, on va travailler dessus. Ah, et j'avais pas vu, j'ai encore un peu de mal avec la manipulation du chat, mais il y a pas mal de précisions ou de questions. Donc, il y a 4 km depuis la gare. Enfin, voilà, regardez le chat, il y a pas mal de. Pas forcément des Et puis questions, mais on peut prendre également la voie le navigable, hein, puisqu'elle a été aménagée complètement et on arrive juste pile poil à côté du bâtiment. Donc voilà. Merci. Voilà. Alors, je crois que c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon, pas demandé. Sur les coupes bon, j'ai mis des coupes du bâtiment, mais là, il faut vraiment replonger un petit peu dans les plans. Il y a les liens dans le PowerPoint aussi, mais ça me permet, avec ces coupes-là, de regarder le plan en 2 dimensions et puis de le croiser pour voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est souvent des coupes dans les deux sens, hein, longueur-largeur, avec on peut voir l'atrium, ces marches en fait qui lient le rez-de-chaussée au premier étage. Voilà, c'est juste illustratif, à moins que vous ayez des questions particulières, mais c'est vraiment pour reprendre peut-être à tête reposée. Les coupes, quand même, oui, en regardant la coupe numéro 2, là, je vois aussi. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, le bâtiment, il est très clarteux, il y a beaucoup de fenêtres, beaucoup de lumière, qui emmagasinent d'ailleurs, qui nous font emmagasiner de l'énergie. Mais il y a un haut jour, donc c'est un terme un peu technique, mais c'est la partie qui est sur le toit, sur lequel est posé, en fait, sur laquelle sont posés les panneaux photovoltaïques, donc qui regardent vers le sud, si je ne dis pas de bêtises, ouais, qui regarde vers le sud et en fait ça apporte aussi de la lumière naturelle qui viendrait du nord, si je dis pas de bêtises. Donc là en fait il y a une partie vitrée qui sera au-dessus de l'atrium, on va le voir sur les vues, les autres vues, mais qui permet de faire rentrer de la lumière et donc de l'énergie aussi. Donc là je vous ai mis des vidéos sur les façades, donc c'est juste un balayage voilà, sur la maquette 3D, donc c'est pas fondamentalement intéressant. On pourra peut-être refaire d'autres vidéos une fois qu'on aura un petit joystick qui nous permet de nous balader très facilement là-dedans. Mais vous pouvez voir sur ce que ça donne en fait en maquette 3D. J'ai mis aussi un lien sur les plans quasi définitifs. Donc c'est des plans, alors c'est des plans simplifiés, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les réseaux d'aération électrique, etc. Mais ça vous donne en fait le découpage des volumes avec des cotes longueur, largeur, surface, je crois même hauteur sous plafond, je crois, comme ça. Mais ça vous permet mais je pense qu'on est quand même globalement tous un petit peu sur la localisation des bureaux. Donc, vous avez peut-être déjà eu ces plans dans les mains, mais si jamais vous voulez vous y reporter, vous avoir en tête, vous pouvez essayer de regarder ces cotes-là pour essayer de prendre en compte un peu les dimensions que le plan indique. C'est pas facile de se rendre compte de la grandeur d'une pièce sur plan. Donc, vous pourrez comparer les surfaces avec les surfaces qui sont les vôtres aujourd'hui. Ça peut vous donner pour mieux comprendre. Donc après, bon, j'ai mis quelques. Alors j'ai commencé par le R+1, mais c'est pas grave. J'ai mis quelques illustrations. Ce sont que des illustrations, des dessins qui ont été faits. C'est pas les bureaux définitifs, hein, mais c'est juste pour vous donner un petit peu des notions. Donc là, on est au R+1, donc à l'étage, sur des bureaux. Donc en haut à gauche, on a des bureaux, on va dire open space, avec des bureaux face à face. On a une vue sur la terrasse, donc on est sur la terrasse. On voit la partie agora, donc qui est à l'intérieur, un petit peu, mais on voit aussi la terrasse, le balcon qui donne sur le jardin, sur la partie sud. On voit aussi, vous pouvez voir un petit peu aussi les candélabres, les mâts justement dont on parlait.
c'est pas forcément du tout ce qu'on va prendre. C'est assez lourd, et puis il y a des fils électriques qui traînent partout. Mais c'est juste pour vous illustrer ce que sont les mâts ou les candélabres lumineux, de luminaire. Donc là aussi, avec un exemple d'un bureau, je sais plus, c'est le bureau de Monsieur Ballon au bureau direction, avec un bureau solo et une table de 6 ou 8 personnes. Bon, n'hésitez pas, vous intervenez quand vous voulez, hein. Pas de main levée. OK. Donc pareil, sur la diapo d'après, c'est plus une vue sur l'agora, c'est-à-dire le cœur du bâtiment, sur la salle de réunion aussi, donc qui sera totalement vitrée. Il y aura des stores aussi pour la confidentialité, si jamais il y a des réunions dans cette salle-là qui méritent une confidentialité. Je pense plutôt aux comités médicaux, commissions de réforme, ce genre de choses. Donc vous avez donc l'atrium, vous voyez aussi l'agora, c'est-à-dire avec il y a 3 tables, je sais pas sur la diapo qui est à droite au milieu là. Vous avez 3 tables qui sont donc dans l'agora, qui sont juste à côté de la terrasse, hein, et qui sont à l'intérieur donc. Et donc ça, ce sont des espaces sur lesquels on peut se poser plus facilement que sur les marges de l'atrium pour faire pas pour travailler plusieurs heures, mais pour se poser un petit peu. Voilà, donc je pense si bon, c'est très illustratif, ça vaut pas le live de la 3D, mais en tout cas, ça vous donne un petit peu des idées sur les types d'espaces qui sont proposés. Le rez-de-chaussée, donc là c'est pareil, il y a un cabinet médical sur la droite, j'ai une petite capture du cabinet médical et puis du secrétariat médical avec des sortes de box. Enfin, pour l'instant c'est la disposition qui est sur les plans, mais je ne sais pas du tout si ce sera ça ou pas. C'est pas encore finalisé sur la partie mobilier. Donc voilà. Vous n'avez pas de questions, c'est tout bon. Ah. Voilà. Et puis les abords, donc les abords du bâtiment, donc en haut à gauche, vous avez donc le bâtiment technique, donc avec le local vélo, la chaudière, et puis tout ce qui est atelier technique, puis je crois aussi un espace pour rentrer un véhicule. Vous avez ensuite des vues sur le bâtiment, sur les abords du bâtiment. Donc en bas à gauche, vous avez une vue du bâtiment en fait qui est prise depuis le local technique justement. Et la départementale est dans notre dos en fait, hein, sur cette vue en bas à gauche. En haut à droite, vous avez le bâtiment avec au fond le bâtiment technique qu'on voit un tout petit peu, et puis l'allée centrale en fait qui va desservir les places de parking à gauche et à droite. Donc là, dans cette vignette en haut à droite, là, la route départementale, juste pour vous situer, elle est sur la gauche. On ne la voit pas, mais elle est sur la gauche de cette vignette-là. Et en bas à droite, donc là, on est quasiment au fond du terrain. On n'est pas dans la forêt, mais on va dire, on est plutôt du côté forêt. Et on voit un petit peu, donc le bâtiment, bien sûr, mais aussi le petit cabanon de jardin qu'on va voir dans la diapo d'après. Voilà, donc donc le cabanon de jardin, donc c'est quand même un petit bâtiment. Il y a des petites fondations quand même, mais il y a de quoi travailler. Et puis à l'intérieur, je sais même plus ce qu'il y a. Je suis en train de me dire, là on voit la table et les bancs là, mais je sais plus ce qu'il y a. En tout cas, il y aura une alimentation électrique pour éventuellement se poser là, pour déjeuner là, pour faire son œuvre. Voilà, puis la vignette en bas à droite, on l'a déjà vu tout à l'heure. Oh, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je les ai pas mis dans l'ordre, mais il y a de nouveau quelques vignettes. J'ai mis quelques vues parce que une fois que j'avais maîtrisé le joystick, je me suis amusé à faire quelques captures. Donc voilà, c'est des illustrations de bureaux, bureaux médicaux, bureaux classiques, couloirs aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de couloirs dans le bâtiment. Couloirs qui ne sont pas forcément sombres, et là la 3D ou même les vignettes ne le montrent pas, mais dans toutes les portes, je crois, dans toutes les portes, il y a des impostes, c'est-à-dire une petite partie vitrée qui n'est donc qui est transparente, hein. Donc en passant, on peut voir qui est dans le bureau. Évidemment, c'est pas le cas pour les cabinets médicaux, hein. Où là l'imposte, lui, il fait passer la lumière, mais c'est flouté, c'est flouté. Donc les portes sont pleines, hein, elles ne sont pas vitrées, mais par contre, il y a quand même à chaque fois un imposte, ce qui fait que la lumière peut pas forcément traverser directement le bâtiment, mais il y a des apports de lumière dans les couloirs parce qu'il y a des impostes dans ces portes qui desservent les bureaux. Et voilà. Donc voilà la petite présentation. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à voir. Je vous rappelle juste, nous, on attend vraiment de pied ferme le 25 mars, donc c'est-à-dire vendredi prochain, dans 8 jours,
le résultat des offres des marchés. Donc, les entreprises nous les transmettent jusqu'à vendredi midi, je crois. Donc, c'est tout en ligne, hein, bien sûr. Donc, on sera le 25 mars, vendredi prochain, dans 8 jours. Et à partir de là, il y a quand même une bonne dizaine, quinzaine de jours d'analyse de tous ces lots, de toutes ces offres par l'architecte et notre assistant à maîtrise d'œuvre. Il y a une phase de négociation ensuite, hein, en reprenant chaque entreprise, en disant, bah voilà, vous nous avez proposé pour 10 000, est-ce qu'il est possible de faire 9 000, mais aussi des échanges sur telle ou telle qualité de produit, des demandes de renseignements, de précision, etc. Donc ça prend quand même une quinzaine de jours. Et ensuite, on a prévu, idéalement, mais c'est toujours soumis à ce qu'on va trouver dans les enveloppes, normalement, idéalement, on devrait avoir, je crois, une commission d'appel d'offres qui va donner un avis sur l'attribution de chacun des lots, il y en a une bonne vingtaine, et aussi un conseil d'administration dans la foulée de cette commission d'appel d'offres pour vraiment acter par délibération l'attribution de tous les lots à chaque entreprise. Donc, si vous avez des connaissances dans le BTP, il est encore temps maintenant en fait de leur donner le lien, l'URL en fait de la consultation, parce que les documents sont accessibles facilement. Je ne sais pas si on peut le mettre, si vous l'avez sous la main, Catherine, mais on pourrait éventuellement remettre un petit message à tout le monde. Si vous avez des connaissances dans différents domaines, hein, que ce soit de la charpente, du gros œuvre, même du nettoyage, il y a un lot de nettoyage, c'est-à-dire quand tout est terminé, une entreprise qui passe pour vraiment que ce soit, qu'il n'y ait plus de traces de plâtre, plus de poussière, plus de saleté du tout. Donc, il y a des lots qui sont plus ou moins gros et ça va de l'ascenseur, le nettoyage, la peinture, tout ce qui est plâtre. Enfin bref, il y a plein de lots. Donc, on pourra aussi vous donner l'URL que vous avez juste à transmettre par, je sais pas, par SMS, mail, ce que vous voulez, aux gens qui travailleraient et que vous connaîtriez, qui travaillent dans le BTP. Je vais l'envoyer sur Global. Ouais. Voilà, je crois qu'on a balayé un peu rapidement un petit peu ce projet-là. Je ne sais pas s'il y a des questions, ou même des domaines dans lesquels ce n'est pas tout à fait clair. À la réponse, oui, il y a quand même une question fondamentale, c'est quand est-ce qu'on va rentrer dedans, dans ce bâtiment-là. Je ne sais pas. Normalement, c'est prévu, si tout se passe correctement, si budgétairement on peut réaliser le projet, c'est plutôt fin 2023. Donc, il nous reste encore au moins 18 mois. Quand je parlais des prix, ça c'est un premier problème. Mais même si le prix est acceptable, il y a des problématiques d'approvisionnement. Il y a des entreprises qui, peut-être, d'ici ces prochains mois, pourraient être en rade de certains éléments de fabrication. Donc, je sais pas, des pièces métalliques, du bois, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc ça, on ne maîtrise pas du tout. Donc, on se donne comme objectif fin 2023, début 2024 pour rentrer dedans. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. On parlait de la hausse des prix justement des matières premières tout à l'heure. Alors, je sais que depuis septembre 2021 et janvier 2022, le prix des métaux, il a déjà monté au moins de 30%. Là, avec la crise ukraino-russe ou russo-ukrainienne, comme vous voulez, on sait que ça va monter encore. Alors, la question, c'est est-ce que justement la hausse des prix des matières premières pourrait mettre à mal le projet? Et comme vous venez de dire, si budgétairement c'est accessible pour pouvoir y rentrer en 2023-2024, qu'est-ce qui se passe si budgétairement ça ne l'est plus accessible, justement? Alors, il y a une première phase où on va déjà regarder ce qu'on peut économiser. On va déjà regarder ce qu'on peut économiser. Donc, il y a quand même pas mal d'options, enfin, des choses qui sont de très bon niveau. Donc, on peut, dans un premier temps, déjà regarder si c'est accessible, hein, parce que si nous sortent un projet à 10 millions, on va pas se fatiguer en fait à chercher des économies, on les aura jamais, hein, ce sera jamais acceptable. Mais si c'est, on va dire, si c'est accessible quand même, on va regarder pour économiser des options. Alors, je pense pas que M. Balland sera OK pour ne pas faire son bâtiment technique et tout. Ça, je pense pas, j'en sais rien. Mais en gros, on va diminuer pas mal de choses. On va diminuer, je sais pas, il y a plein de corps de métier sur lesquels on a des matières, enfin des matériaux sur lesquels on peut économiser pour obtenir la même chose en termes de qualité énergétique ou proche. On peut économiser sur pas mal de choses, quoi. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc, si on arrive ensuite pour répondre vraiment après
vraiment, s'il y a une explosion des coûts, de toute façon, il faut se reposer la question de savoir si on peut construire ou pas. Il y a aussi des inconnus plutôt positifs, hein, que je pense qu'il pourrait arriver, c'est que en fait, les pouvoirs publics, le gouvernement, il va être embêté si jamais plus personne ne construit ou ne peut plus construire. Donc quelque part, il y a peut-être aussi des aides un peu exceptionnelles, un peu dans le style, un peu le quoi qu'il en coûte du BTP peut-être, parce que là, en fait, en termes d'approvisionnement ou même de coûts, il y a plein de projets qui pourraient être arrêtés. Et donc, si les projets s'arrêtent, les carnets de commandes des entreprises du BTP se vident et il y a des boîtes et beaucoup d'emplois en jeu. Hein. Quand le bâtiment va, tout va, etc. C'est un peu un gimmick, mais donc là, forcément, il y aura aussi des coups de pouce des pouvoirs publics. Donc là aussi, ce serait plutôt positif, mais on ne sait pas du tout à l'heure actuelle si ce sera ça. Il est possible, donc, oui, si c'est vraiment plus accessible, qu'on mette le projet en pause ou même qu'on se dise, bon, on arrête le projet parce que d'ici 10 ans, c'est pas possible le contexte ne nous permet pas d'envisager ça à 10 ans. Donc en gros, sans se mentir, hein, c'est se dire, on tire un trait là-dessus au pire, et puis on cherche des locaux, toujours avec le même principe d'unification en fait des sites, hein, parce que ça c'est vraiment un objectif, mais quelque chose qui soit plus modeste, qui soit plus accessible, de la réno, alors de la construction, ça m'étonnerait qu'on puisse construire ailleurs autre chose, mais plutôt sur reprendre de l'existant et puis le rénover et puis l'adapter à ce dont on a besoin. Ça c'est la pire des hypothèses, mais il faut pas se mentir, hein, il faut vraiment qu'on l'envisage. C'est une possibilité. Bon, c'est pas assez positif pour terminer là-dessus. Hein. Le côté positif, c'est qu'on a quand même plus de 70 entreprises qui ont quand même retiré les dossiers. Donc, on peut se dire que ça intéresse quand même déjà du monde. Oui. Non, Voilà. c'est pire. Hein. Après, rien ne dit que ça soit pas accessible, parce que alors là, c'est plus global. Hein. Je veux dire, on savait exactement qu'il y aurait sur le budget initial des augmentations liées à la matière première. On n'avait pas évidemment prévu la crise actuelle, mais je veux dire, on a quand même des réserves, on a quand même de quoi aller chercher un prix qui sera peut-être plus haut que celui qu'on avait espéré, mais qui sera quand même accessible. Hein. Moi, je suis pas spécifiquement pessimiste aujourd'hui pour me dire, c'est rayé, on cherche tout de suite d'autres bâtiments dès maintenant, quelles que soient les enveloppes qu'on va ouvrir le 25, ça sera mort. Non, c'est pas ça. C'est plutôt, faut voir. Il y aurait un entre-deux qui serait pas agréable, c'est de se dire, là, il faut qu'on recherche d'autres entreprises parce qu'il n'y en a aucune qui a répondu, ou vraiment, il faut attendre que ça se calme un petit peu. Donc, il faut attendre 6 mois pour attribuer le lot bois parce que c'est quand même un gros budget dans le projet. Donc, il faut attendre un petit peu. Donc, ça rajouterait en fait des mois d'attente en fait avant d'investir les lieux. Ce serait une espèce de solution entre deux, entre on le fait à des coûts accessibles et on le fait plus du tout parce que c'est plus accessible. Il y aurait une espèce d'entre-deux possible en disant il faut temporiser quoi. Il faut temporiser le temps que les pouvoirs publics donnent des aides ou que le marché se restabilise. Enfin voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 13h54, on a encore 6 minutes. On est pas mal au niveau de délai. Question de Marie dans le chat. Ah, Marie, vous n'avez pas levé la main? Si, oui, justement, j'allais y répondre. La date limite de dépôt, c'est le 25 avril à midi. Le 25 mars à midi. 25 mars à midi. Ok. Voilà pour ce qui est du projet immobilier. Est-ce qu'on termine là-dessus? Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, les étapes en cours, hein, on ne s'arrête pas de phosphorer. Hein. Il y a une phase de conception, en fait, de localisation des bureaux, donc qui est en cours. Hein, je crois que j'ai eu pas mal de retours déjà de plusieurs pôles. Il y a des travaux qui sont encore en cours avec l'aide des ergonomes, je crois, Rémi et Erwan, qui aident en fait les différents pôles à concevoir un petit peu leurs espaces de travail au vu des plans qui quand même sont définitifs. Hein. En tout cas, si le projet se fait, ce sera cette
composition de bureau, c'est cette composition d'espace qui sera retenue. Donc là, on est vraiment en train de piqueter en fait les tables, les chaises, les bureaux, etc. Donc ça, il faudrait qu'on aboutisse maintenant assez rapidement parce qu'en fait, on doit un retour à l'architecte fin du mois de mars, donc le 31 mars minuit, pour lui dire où est-ce qu'on veut implanter les bureaux. Et de là, en fait, se détermineront aussi la localisation des prises électriques, de courant faible, etc. Donc, et puis aussi, nous, on pourra aussi, une fois que c'est validé, lancer des marchés de mobilier de bureau, bien qu'on soit un petit peu en avance. On va pas le lancer tout de suite. Voilà, voilà. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions. Ah si, Ayoub, vas-y. Oui, je voulais demander, est-ce que les bureaux seraient vus côté route ou ce serait plutôt vers la forêt derrière Alors, bah en fait, nous, c'est non. côté route. Hein. Ah, pour Ta ça. RH, c'est côté route. Hein. C'est plein nord. On ira rendre visite à nos collègues qui seront côté jardin. Ouais, c'est pour ça. Tu pourras aller bosser sur la terrasse ou dans l'agora pour avoir une vision. en Voilà. référence? Et les côtés moches, en fait, c'est côté nord et est, puisque l'est, ça donne sur les usines, et le côté nord se donne sur la route et l'auto-école. Mais on est tellement occupé à être rivé sur son écran d'ordinateur, c'est pas grave. Voilà. Non, bah nous on met une option sur le Euh, cabanon et puis c'est tout. Voilà. Ah, très bien. Mais Bien, juste Céline. pour se représenter les choses, vous avez la départementale, donc la route qui passe à côté. Le bâtiment est posé quasiment parallèlement à la route. Hein. Donc il est posé parallèlement à la route. Et donc effectivement, il y a un côté où on voit la route, un côté où on voit la forêt, le jardin. Et sur les côtés, les petits côtés du rectangle, en fait, on a la forêt sur la gauche, enfin côté ouest, et puis les usines côté est. Voilà. Donc, quand vous regardez la route à droite. Bon, bah, c'est tout bon. En tout cas, merci de votre présence. Faites gaffe à la sécurité informatique. Soyons tous vigilants, là. Le slogan SNCF. Ensemble, c'est ça. Et s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas, hein, sur le projet immobilier. On vous tiendra bien sûr informé de cette phase de marché, d'ouverture des prix. Et puis, en gros, si vraiment c'est mort de chez mort, on va vite le savoir, mais je pense pas. Ça sera plutôt aux alentours, je crois, les dates sont en train de se caler avec l'architecte et notre assistant en maîtrise d'œuvre de Catherine, je crois que c'est aux alentours de la mi-avril. Mi-avril, on aura déjà une info comme quoi c'est tout à fait accessible ou pas du tout. Et Oui. on aura un go ou un non-go, je pense quand même, allez, fin avril, quoi. Fin avril, on aura fini la phase de négo. Donc voilà, mi-avril, les plis auront été ouverts, une première analyse aura été faite. Donc en effet, on en saura déjà un peu plus.